donne de l'espoir, on a envie d'y croire. Oui, je pense que Gérald Darmanin va chercher à se démarquer de 30 années de ministres de la Justice qui se sont succédés, et comme l'a dit Georges. Mais là, pour moi, ce que va faire Gérald Darmanin, c'est faire de la politique. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'effectivement, il voit, et moi j'écoute aussi ce que dit Georges avec grand intérêt, mais les Français disent, ce que vous avez très bien rappelé, les Français, quand vous posez la question, est-ce que vous avez confiance en la justice, moins de 40%, entre 30 et 40% des Français, selon toutes les enquêtes d'opinion, disent qu'ils ont moins confiance en la justice. Lorsque vous posez la question aux Français, quel est le problème de sécurité, jusque dans les années 2010-2015, ils répondaient le manque de moyens de la police, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de bleus dans les rues. Aujourd'hui, ils disent le problème de l'insécurité de notre pays, qui est l'une des priorités majeures des Français, c'est que la justice ne fonctionne pas bien. Et donc, lorsque vous avez une justice qui est défaillante, qui est dysfonctionnelle, il faut poser les questions. Et ensuite, donc, Gérald Darmanin arrive à Place Vendôme, et donc il pose des questions. Il y a, premier point, la question du moyen. Effectivement, nous, on avait travaillé sur les moyens de la justice. Il va demander plus de moyens. Il y a un rattrapage qui avait commencé à être fait depuis 2017, mais on est aujourd'hui en France, on dépense 2 fois moins par habitant pour la justice qu'en Allemagne ou qu'aux Pays-Bas, par exemple. Et puis ensuite, après, une fois qu'on pose la question des moyens, on n'a pas posé toutes les questions. Il y a une question de politisation de la justice. Lorsque l'on voit aujourd'hui que les peines prononcées ne sont pas les peines qui mériteraient d'être prononcées pour certains criminels. Je prends par exemple l'exemple, toujours la même chose, le bilan des émeutes. On avait travaillé sur cette question-là. Le bilan des émeutes, sur les 60% d'émeutiers qui ont qui sont majeurs, on voit que le prononcé moyen de la peine, c'est 8,9 mois. Or, lorsque vous avez 8,9 mois de peine de prononcée par un juge, vous n'allez pas en prison, alors que vous avez caillassé des écoles, caillassé des magasins, vous êtes attaqué à des personnes. Donc, à un moment donné, lorsque la justice dysfonctionne comme cela et qu'il y a un problème au niveau politique au sein de la justice, alors effectivement, un ministre peut arriver et faire de la politique, mais il ne peut que prendre à témoin l'opinion pour justement essayer de mettre en place une nouvelle politique de justice. Georges, avec vous, Mathieu Hoc. Oui, sur ce duo, effectivement, les Français peuvent être contents d'avoir un duo enfin qui... c'est ce qui ressort quand on interroge les Français. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on peut dire jusqu'à présent qu'on avait, en règle générale, un ministre de l'Intérieur qui attrapait les détenus, c'était un collègue qui me disait ça, un ministre de l'Intérieur qui attrape des détenus et un ministre de la Justice qui les relâche. Et donc on avait donc un dysfonctionnement en termes de politique de sécurité globale avec 2 têtes qui n'allaient pas dans le même sens. Par exemple, effectivement, Gérald Darmanin et Dupond-Moretti. Pourquoi on a un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur à l'époque qui était volontariste sur les questions de sécurité et un autre qui s'autoproclamait ministre des détenus. Donc ça, c'était quelque chose qui est dysfonctionnant. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc ensuite, après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas suffisamment dit de choses, puisque la réalité, c'est que, comme dans toutes les politiques publiques, il y a des verrous qui sont internes à l'administration. Il y a des verrous qui sont aussi externes à l'administration avec l'Union européenne qui nous impose un droit, parce que maintenant, comme le droit européen est supérieur au droit national, alors forcément, on doit composer avec l'Union européenne qui nous rend impuissants sur certaines questions de sécurité. Et puis enfin, vous devez, et c'est le cas par exemple sur la question des constructions de places de prison, vous devez composer avec des élus locaux qui ne veulent pas forcément vous délivrer des permis de construire de places de prison. Donc à un moment donné, même si vous avez vous avez le bon binôme à la tête de l'État sur les questions de sécurité, vous devez encore composer avec l'Union européenne, avec l'administration et avec les élus locaux, et donc de fait vous rendez la politique publique impuissante. Et ce que veulent les Français, ce sont des résultats en matière de sécurité. Non mais... En une réaction, ça suffit avec le Hamas. On ne peut pas aujourd'hui, avec le Hamas, négocier de paix, négocier de cessez-le-feu, etc. On ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le Hamas incarne l'hydre islamiste au Proche-Orient, qui nous a également frappé, qui a frappé les États-Unis lors du 11 septembre, qui a frappé la France lors des les attentats du Bataclan, Charlie Hebdo. Va bientôt, l'année prochaine, on sera 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo en janvier. Donc c'est cela dont on parle. Et fort malheureusement aujourd'hui, Israël est bien seul pour se battre aujourd'hui dans cette région contre le terrorisme islamiste. Et ce que nous on avait fait, on avait écrit un rapport sur cette question-là et on avait fait un texte dans le JDD pour le présenter, c'est qu'aujourd'hui l'Occident et la France notamment, puisque vous posez la question des moyens de la France, ne peut pas abandonner Israël, parce qu'Israël se bat pour des valeurs qui sont les valeurs de défense d'une civilisation occidentale, qui se bat également pour les valeurs, la défense finalement de la France d'une certaine façon, puisque en combattant un ennemi qui nous est commun. Et pourquoi cela ? Parce qu'aujourd'hui, si Israël
Israël est dans cette position-là, c'est que Israël se bat pour sa survie. Il faut bien avoir ça en tête parce que derrière le Hamas, il y a l'Iran, même si le Hamas est de plus en plus affaibli depuis le 7 octobre, il y a tout de même l'Iran. Or, la réalité est la suivante, c'est que si Israël perd la bataille au Moyen-Orient contre l'Iran, Israël disparaîtra. Si l'Iran perd la bataille contre Israël, ce n'est pas l'Iran qui disparaîtra. Personne ne veut faire disparaître l'Iran. C'est le régime des Mollahs qui va tomber. Et ce sera une bonne nouvelle pour la France, pour l'Occident et pour le Moyen-Orient que ce type de régime-là tombe. Ce sera une bonne nouvelle pour le Moyen-Orient que le Hamas tombe également. Donc, à un moment donné, on ne peut pas aujourd'hui, alors qu'on est à plus d'un an de prise d'otage du Hamas, on ne peut plus aujourd'hui fermer les yeux sur ces actes-là. Il faut absolument que l'Occident se batte de concert avec Israël pour nettoyer cette région-là, notamment nettoyer l'islamisme. Pas les bobos parisiens qui sont touchés par cela, c'est toujours la même chose. Et la réalité aujourd'hui, de plus en plus dans ces quartiers-là, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne redoutent pas un changement de politique. Ils ne redoutent pas les mesures que préconise Georges, c'est-à-dire plus de fermeté de point de vue de la politique pénale. Ils attendent ce changement avec impatience. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens, et notamment de plus en plus de jeunes, qui leur pourrissent la vie. Et le problème, c'est que la justice est beaucoup trop laxiste avec elle, parce qu'on a pratiqué une politique de l'excuse, d'une part, avec la politique de la ville, en déversant plus de 110 milliards d'euros depuis 2012 pour aucun résultat. On a toujours plus d'insécurité, toujours plus de délinquance et toujours plus de criminalité. On a même la ministre de la Ville qui nous avait expliqué qu'il fallait construire des tramways dans ces quartiers-là pour les relier à la ville, ce qui a été fait au centre-ville, ce qui a été fait et ce qui n'enrayera jamais la délinquance. Et pour autant, on a toujours plus de culture d'irresponsabilité et d'impunité. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le bilan des émeutes de l'été dernier, parce que finalement ceux qui vont caillasser, qui vont brûler les voitures, forte chance que ce soit les mêmes. Oui, vous avez raison. C'est ça que vous voulez dire. Je ne vais pas vous vendre un scoop, mais a priori ce seront les mêmes. Alors, le problème, c'est qu'après les émeutes, on a dit la justice n'est pas assez rapide et pas assez efficace. Elle l'a été pour le coup. Elle a été rapide. 60% de comparution immédiate après les émeutes de 2023, mais pour autant un prononcé de la peine, comme je disais, de 8,9 mois. Donc les jeunes peuvent caillasser des voitures, caillasser des bus, brûler des voitures, brûler des écoles, et pour autant ils ne seront jamais mis en prison. Donc à un moment donné, on ne peut pas s'étonner que chaque année, ça soit toujours le même spectacle affligeant, c'est-à-dire toujours plus de voitures incendiées. Mathieu. Oui, non, mais effectivement. Moi, je trouve ça terrible, en fait. Non, mais c'est terrible. Et ça s'inscrit dans une tradition, malheureusement, qu'on a importée des cultures anglo-saxonnes, c'est la pratique de la drogue festive. On a de plus en plus de drogue festive, notamment depuis les années 70. Et là, en l'occurrence, les nouvelles drogues sont des drogues de synthèse et qui ont des effets qui sont absolument désastreux. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire, d'un côté, on va lutter contre, par exemple, la santé mentale des jeunes qui est en grande souffrance et ne pas être répressif sur la drogue, alors même qu'on le sait, tous les psychiatres vous le diront, qu'il y a aujourd'hui un lien de corrélation entre justement la prise de drogue jeune, que ce soit du cannabis jusqu'aux drogues de synthèse ou aux drogues les plus dures, avec l'état mental. Donc ce paradoxe-là, me semble-t-il, il faut le lever et il faut effectivement que toutes ces drogues-là, faire de la pédagogie, faire de la prévention, mais surtout faire de la répression par rapport aux consommateurs, parce que trop souvent, les consommateurs de drogue sont excusés dans notre pays. Allez, on referme la première... C'est pour ça que le budget, c'est l'épreuve test pour Gérald Darmanin. Et on peut penser qu'il a plus de poids politique que Didier Migaud pour pouvoir négocier aujourd'hui le budget de la justice. Didier Migaud, quand il est arrivé à la justice, il a fait le même constat, c'est-à-dire que la justice manque de moyens, parce que c'est un constat qui est partagé par l'ensemble des observateurs. Seulement, sur le budget de Michel Barnier, il avait obtenu entre guillemets, une baisse de 500 millions d'euros de crédit alloués à la justice. Là, Gérald Darmanin va essayer de peser de tout son capital politique, ancien ministre de l'Intérieur, et également aussi poids lourd de Renaissance, pour pouvoir négocier un budget à la hausse sur la justice. Parce qu'il faut, et ça c'est quelque chose pour lequel nous on plaide également au sein de notre think tank, il faut sanctuariser les budgets régaliens. Ce n'est pas normal aujourd'hui que la France se soit désarmée d'un point de vue régalien sur le ministère de la Défense, sur le ministère de l'Intérieur et surtout sur le ministère de la Justice, alors que pour engraisser un État social, un État nounou qui aujourd'hui est complètement défaillant. Et on arrive à une situation qui est complètement ubuesque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dépense beaucoup de social et finalement pour enrayer la pauvreté et donc la criminalité, c'est le logiciel socialiste qui considère que dès lors qu'il y a des pauvres, il y a forcément de la délinquance, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et ensuite après, pour en profiter pour désarmer l'État régalien, il faut faire l'inverse, je pense, alléger l'État social, dégager des marges de manœuvre pour ensuite pouvoir les réinvestir de manière
forte sur les budgets, justement, les budgets régaliens. Sans cela, on n'arrivera pas aujourd'hui à enrayer des sujets qui sont éminemment complexes, comme le terrorisme, et surtout le narco-banditisme dont il faut rappeler aujourd'hui qu'il fait vivre 250 000 personnes sur notre sol et qu'il est aujourd'hui, représente, selon les estimations de l'OFDT, entre 3 et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. Et surtout, moi, ce que je retiens aussi de ce que dit Gérald Darmanin, c'est qu'il fait un constat qui est un constat de bon sens et que beaucoup de Français font. C'est-à-dire, quand par exemple, il dit il faut me lister les 100 plus grands narcotrafiquants. C'est qu'aujourd'hui, les Français ont la sensation que l'État est fort avec les faibles et faible contre les forts. C'est-à-dire qu'il est très fort pour pouvoir aller vous obliger de payer votre amende parce que vous êtes pas mal stationné dans la ville de Paris, parce que vous avez fait un excès de vitesse de 2 ou 3 km supérieur à la limitation de vitesse. Là, on va vous chercher au porte-monnaie. Ouais. En revanche, par rapport aux personnes qui sont fortes, donc par exemple les narcotrafiquants, les terroristes, etc., les Français ont la sensation que l'État est aujourd'hui impuissant. Et donc c'est pour cela que, par exemple, sur la question du narcotrafic, c'est un exemple très marquant de ce qu'on appelle l'impuissance publique. Comment se fait-il aujourd'hui, alors même que, par exemple, en 1970, il y avait quasiment 10 000 à peu près infractions liées au trafic de stupéfiants, qu'aujourd'hui on en a plus de 270 000 dans notre pays et que pour autant on n'est pas suffisamment fait adapter la loi et l'arsenal législatif pour pouvoir réprimer les narcotrafics. Donc à un moment donné, il faut siffler la fin de la récréation et je pense que c'est mieux de le faire avec quelqu'un comme Bruno Retailleau à l'intérieur et quelqu'un comme Gérald Darmanin à la justice, plutôt qu'avec un tandem bizarre où on a un ministre de l'Intérieur qui arrête les délinquants et un autre qui cherche à les relâcher à la justice. Voilà. Alors, ça m'intéresse également votre regard, parce que vous êtes jeune, Mathieu, aussi. Mais bien sûr. Non, mais c'est la culture Twitter, la culture réseaux sociaux. On fait du clash, du buzz, etc. Et puis certains sont bien plus propres à utiliser cette culture-là, comme la France Insoumise, par exemple, plutôt que d'autres. Non, mais je pense que de toute façon, la crise de confiance envers les politiques, elle date pas d'aujourd'hui, effectivement. Déjà, à partir du moment où on ne respecte pas certains référendums, notamment le référendum de 2005, alors évidemment que les Français ont du mal avec les gens, avec les responsables politiques, c'est quelque chose qui est global. Mais cette année, il y a quand même un événement majeur qui, je pense, explique une partie du burn-out politique, qui est la question que vous posez, c'est la dissolution. Et la dissolution, elle est à l'origine d'une seule personne qui l'a prise, c'est le chef de l'État. C'est Emmanuel Macron qui a plongé le pays dans un chaos politique sans précédent, qui nous fait vivre aujourd'hui ce qu'on redoutait et ce qui pourtant n'était pas la vocation d'une 5e République. Enfin, qui était la vocation d'une 5e République, c'était éviter les crises de régime. Là, il nous a mis au bord du péril d'une crise de régime avec une ingouvernabilité liée aux résultats des législatives, alors même que les Français ont voté, comme l'a rappelé Georges, ont voté massivement pour les élections législatives. On se retrouve quelques semaines après à faire des tractations politiques et ce sont toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Il faut quand même le dire. Le macronisme a été battu 3 fois dans les urnes, a pris des claques électorales comme on n'en a jamais vu pour un parti présidentiel et pour autant, ils sont toujours autant aux affaires. C'est quelque chose qui interpelle les gens. D'autant plus que, en plus d'un burn-out politique, les gens en ont marre d'un point de vue économique parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ce que disaient les gens, là. Et c'est ce que nous disent les gens. Or, la dissolution, ça a aussi un coût économique. Les études économiques montraient déjà que après les Jeux Olympiques, on a perdu un trimestre de croissance économique lié à l'incertitude économique dont faisait planer la dissolution. De la même façon, on a une crise budgétaire qui arrive, qui est sans précédent. Donc, à un moment donné, les responsables doivent être aussi jugés pour ce qu'ils sont. Et donc, en l'occurrence, ça, le chef de l'État, avec sa dissolution, qui plonge le pays dans un chaos politique et qui accentue la crise économique, est le principal responsable des problèmes aujourd'hui que subissent les Français. Vous savez, moi, j'aime donner d'une crise de régime. Okay. Pas encore actuellement dans une crise de régime. Okay, donc la situation, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez... Parce que la 5e République, c'est un régime qui est parlementaire. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Avec une tendance présidentielle. Aujourd'hui, c'est-à-dire que dès lors que le président de la République, le parti présidentiel, n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, c'est effectivement le Premier ministre, article 20, qui conduit les affaires de la nation. Et donc là, le président de la République, aujourd'hui, et c'est là aussi où, effectivement, si on refait le lien avec le sujet de Mayotte, c'est qu'aujourd'hui, on a un président de la République
qu'il n'a pas de capital politique pour diriger le pays. Il n'a pas été élu sur son projet politique. Emmanuel Macron en 2020, et je pense que c'est le péché originel d'ailleurs de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron en 2022 n'a pas été élu sur son projet politique, qui est en minorité au sein des Français. Il a été élu pour faire face aux crises, pour faire face à la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine, à l'inflation, à la crise énergétique. Les Français considérant que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'étaient pas les meilleures personnes pour les représenter à ce niveau-là. Mais il n'a pas été élu sur son projet politique et c'est, je pense, le péché originel parce que c'est le message que lui ont donné les Français aux élections législatives de 2022. Ils ne lui ont pas donné de majorité absolue. Donc à partir du moment où il ne demande pas de majorité absolue, c'est qu'il considère que le président de la République doit amender son projet avec d'autres forces politiques, ce qui n'a pas été fait et ce qui a conduit le président de la République à prononcer une dissolution, pardonnez-moi, un peu stupide. Et qui a plongé les Français dans un certain burn-out. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. La difficulté que va avoir le Premier ministre, c'est d'adresser tellement de sujets en même temps. C'est ça la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement la question de la politique du logement, l'accès aux services publics essentiels, l'eau, l'électricité, la fibre par exemple. Vous avez aussi la question de la crise migratoire, la crise économique, sociale, etc. Donc il y a énormément de sujets. Donc ce qu'il faut qu'il fasse, ça me semble-t-il, c'est d'une part arriver avec des annonces très concrètes. Parce que je pense que l'enjeu pour les Mahorais, c'est d'avoir accès à une vie au plus proche de la normale dans les prochaines semaines, prochains mois. Déjà commencer par ça. Et ça passera par, d'une part, par le rétablissement de la question de l'eau. Donc l'acheminement de l'eau. Aujourd'hui, l'État a certes acheminé 20% des besoins de l'eau de l'île, mais pour autant, est-ce que c'est déjà l'eau qui achemine? Donc c'est-à-dire qu'il en reste quand même 80%. Et surtout, c'est que l'eau qui a acheminé n'est pas encore acheminée jusqu'au plus proche de tous les Mahorais. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la priorité qui est évidente. Ensuite, après, effectivement, ça va être de penser à la reconstruction de l'île. Mais vous ne pourrez pas aujourd'hui, et c'est pour ça que là, on peut en vouloir à François Bayrou d'annoncer une reconstruction en 2 ans. Oui, ça, est-ce que tu t'interroger là-dessus? Mais bien sûr, mais ça n'a aucun sens. Quand on regarde un peu l'historique, en France, notamment dans les années 60-70, quand on a dû ce qu'on appelait à l'époque résorber les bidonvilles en Île-de-France, notamment le bidonville de Nanterre. Ça nous a pris quasiment une décennie. Ça nous a pris d'ailleurs aussi une loi spéciale, la loi de Vivien de 1970, qui inspire finalement une loi spéciale sur Mayotte dans les prochains jours pour pouvoir justement accélérer les procédures, en finir avec notre absurdistan où on s'inflige tellement de normes pour pouvoir reconstruire l'île le plus rapidement possible, accélérer les procédures d'attribution de marchés publics notamment, parce qu'aujourd'hui, vous avez une situation où l'État tel qu'il est organisé actuellement n'est même pas capable de reconstruire l'île rapidement parce qu'il s'inflige lui-même ses propres verrous. Donc il faut faire sauter les verrous et c'est pour cela que le Premier ministre va devoir à la fois répondre aux besoins concrets, ensuite après annoncer la loi spéciale, son contenu, parce qu'aujourd'hui le contenu de la loi spéciale est quand même assez faible et assez maigre. C'est peut-être pour ça, je pense, qu'il prend un jour de plus pour pouvoir travailler le contenu de ce projet de loi, pour ensuite après dire aux Mahorais, voilà la perspective que nous proposons, c'est-à-dire la reconstruction de l'île avec sur la base de nouvelles méthodes et de nouvelles manières de voir l'île par rapport à ce qui était auparavant. Parce qu'aujourd'hui, si vous reconstruisez l'île et que vous ne résorbez pas dans le même temps les crises structurelles, le fait qu'il y ait un tiers de clandestins selon un rapport du Sénat, le fait qu'il y ait un taux de délinquance qui soit largement supérieur au taux national ou qu'il y ait 77% de pauvres, alors vous n'arriverez jamais à enrayer la situation pour les Mahorais. Un sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir. Tout à fait, non, mais on ne peut que saluer l'initiative, mais surtout c'est qu'elle a le mérite de mettre le doigt sur ce qui a été longtemps un tabou dans notre société. C'est ce que décrivait déjà Georges Bensoussan au début des années 2000, c'est ce qu'on appelle la question de la montée de l'antisémitisme dans ce que lui appelait les territoires perdus de la République. Et particulièrement, par exemple, le sport, notamment le foot, est un lieu où ça regorge d'antisémitisme, il faut le dire, ou d'homophobie également. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui de nombreux jeunes qui, de plus en plus, notamment dans ces quartiers-là, qui ne se reconnaissent plus dans l'histoire commune de notre pays et qui ne se reconnaissent plus dans l'histoire de l'Europe. Par exemple, quand vous parlez de l'enseignement de la Shoah, moi j'ai grandi dans un quartier de cette nature-là. Combien de jeunes disent la Shoah, on en fait trop à l'école sur la Shoah, on en fait trop sur l'antisémitisme, on en fait trop sur ces questions-là. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui doit être enseigné parce que vous avez ce que vous avez appelé le devoir de mémoire. Or aujourd'hui, si l'on ne fait pas le devoir de mémoire auprès de toutes les personnes, auprès de tous les jeunes, qu'est-ce qui va se passer ? On va être sur ce qu'on appelle aujourd'hui la constitution de sociétés et de cultures qui sont
parallèle. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des jeunes qui vont se sociabiliser et qui vont également grandir dans un milieu où les référentiels de valeurs sont complètement antinomiques avec le reste du pays. Et vous aboutissez à ce que Georges Benson appelait en 2000 les territoires perdus de la République, qui sont aujourd'hui beaucoup à l'origine de nos problèmes d'intégration et d'assimilation dans notre société.